Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Alors déjà, je vais commencer par expliquer pourquoi je fais cette playlist. Alors Unix est arrivé avant Linux. Linux est un système d'exploitation aujourd'hui qui est, on va dire, très utilisé, connu des développeurs, des administrateurs système, etc. et qui se base sur le système d'exploitation Unix. Je vais développer dans quelques instants. Pourquoi je fais cette playlist? Je pense que Unix et Linux sont des systèmes d'exploitation aujourd'hui qui sont très puissant et très utile lorsqu'on est un informaticien, que ce soit un développeur, un administrateur réseau, un administrateur système ou un technicien réseau, etc., etc. C'est vraiment un système d'exploitation sur lequel on peut vraiment progresser en termes de savoir informatique à tous les niveaux. Si vous désirez être un développeur C, C++, Linux est fait pour vous. Si vous voulez être un développeur Java, Linux est fait pour vous. Si vous voulez être un sysadmin, un administrateur système, d'avoir des connaissances sur comment un système d'exploitation fonctionne dans les couches inférieures, Linux est fait pour vous. Pour commencer, parce que Windows c'est un système d'exploitation qui certes est très connu aujourd'hui, mais Windows c'est un système d'exploitation déjà qui est propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dessus. Par exemple, si vous développez en assembleur, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire en assembleur si vous êtes sur un OS Windows. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, Windows c'est un système d'exploitation qui est très complexe, il y a énormément de couches. Pour commencer, c'est pas un système d'exploitation que je vous recommande de creuser en termes de savoir et de manipulation. C'est très user-friendly, c'est très pratique si vous voulez faire du gaming, si vous voulez faire de la bureautique, mais si vous voulez vraiment creuser l'aspect connaissance informatique, c'est pas le système d'exploitation avec lequel je vous recommande de commencer. Linux, en revanche, est moins user-friendly, mais dans son fonctionnement est beaucoup plus basique. Si vous voulez amasser des connaissances, quel que soit le domaine de l'informatique, Linux, Unix, c'est vraiment des systèmes d'exploitation très avantageux. Alors, un petit peu d'histoire. On va commencer par Unix, parce que Linux, c'est un système d'exploitation qui est arrivé plus tard, qui se base sur du Unix, mais il a été inventé en 1991, alors que Unix, sa première version date de 1965. Ça s'appelait, je crois, Multix. Il a été renommé par la suite Unix, mais pas avec un X, CS, et ensuite, il a été renommé Unix, et il a eu plusieurs versions jusqu'à ce qu'il se découpe en plusieurs branches. Unix a été développé par un individu qui s'appelle Ken Thompson et qui travaillait dans les laboratoires Bell aux États-Unis. Donc il faut savoir que les laboratoires Bell, c'est le summum, c'est le fleuron de la technologie dans le monde. Les plus grosses têtes de l'informatique et de l'ingénierie sont sorties de ces laboratoires-là. On peut par exemple penser à Björn Sturstrup, celui qui a inventé C++, mais on peut aussi penser à Dennis Ritchie, celui qui est à l'origine du langage C, donc rien que ça. Mais on peut donner d'autres exemples de domaines de sciences différents qui sortent des laboratoires Bell, comme par exemple Penzias et Wilson qui ont quand même découvert le fond diffus cosmologique en physique. Donc c'est pas rien, c'est un lieu à partir duquel des grandes inventions d'aujourd'hui en informatique et en sciences ont été découvertes ou créées. Donc Unix pour l'histoire, 1965, on va dire que la première version est sortie en 1970. En 1975, je crois, les laboratoires Bell et AT&T ont commercialisé le code source d'Unix, ce qui a permis à des entreprises comme par exemple Solaris ou même Oracle de créer leur propre système d'exploitation basé sur du Unix. On peut penser aux OS Oracle, on peut penser à Solaris, on peut penser à Linux, on peut même penser à Mac OS X. Effectivement, Mac OS X, donc Apple, a basé, au début en tout cas, là je suis plus sûr, faudra que je vérifie, son système d'exploitation sur l'architecture Unix. Ça, c'était pour le côté historique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Unix? Unix, c'est un système d'exploitation multi-user, multi-processus, qui permet, grâce à un terminal, à un invité de commande, le shell, d'exécuter des commandes et d'effectuer un certain nombre d'instructions par le processeur, etc. Donc vous me direz, bon, ça n'a rien de très révolutionnaire, mais pour l'époque, ça l'était. Et aujourd'hui encore, c'est un système d'exploitation sur lequel, en fait, est basé énormément de grands systèmes d'exploitation aujourd'hui modernes, qui sont encore très répandus, comme Mac OS X, Linux, Windows, c'est pas la même chose. C'est pas une playlist sur Windows, je vais pas en parler, mais en tout cas, les systèmes d'exploitation que j'ai cités auparavant sont encore très utilisés aujourd'hui et sont très efficaces. Donc, on va passer tout de suite à la pratique et on va commencer par télécharger ce qu'on appelle un virtualiseur. Un virtualiseur, c'est en quelque sorte un logiciel qu'on va installer sur notre machine et qui va nous permettre d'avoir une seconde machine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir installer un système d'exploitation au-dessus de notre système d'exploitation pour simuler l'existence d'un deuxième ordinateur, d'une deuxième machine qui va tourner sur notre machine. Donc tout de suite, on se rend sur Google et vous allez taper Oracle Virtual Box. Vous allez vous rendre sur le premier lien des résultats Google et vous allez télécharger VirtualBox, la dernière version 7.0. Donc voilà, elle est là, vous la téléchargez. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Vous allez prendre évidemment la version Windows Host. Je pars du principe que vous êtes sur
un OS Windows. Si vous êtes sur un OS Linux, vous avez déjà de toute façon probablement une interface utilisateur, donc vous allez pouvoir vous familiariser tout de suite avec l'environnement. Donc moi je vais y venir, mais pour l'instant pour les utilisateurs Windows, il faut qu'on passe par ça, par un virtualiseur. Donc si vous êtes sur Mac, c'est pareil, je pense, vous pouvez télécharger le virtualiseur VirtualBox d'Oracle pour macOS. Donc là vous cliquez sur VirtualHost, vous lancez le téléchargement et ensuite vous lancez l'installeur, donc je vais le faire avec vous. Une fois que c'est installé, vous cliquez dessus. Si vous ne le voyez pas dans la barre de téléchargement de votre navigateur, vous ouvrez simplement le fichier de vos téléchargements et vous devriez voir l'exécutable. Voilà, donc là vous avez un petit assistant d'installation, donc vous faites suivant, etc. Là vous cochez toutes les cases, vous faites suivant, et lorsqu'il va vous demander de neutraliser les connexions réseau, vous faites oui, moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé, et ensuite vous suivez simplement l'installation et vous répondez aux questions qu'on vous pose. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire, je vais annuler l'installation et je vous retrouve tout de suite après lorsque vous l'avez installé. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez vous rendre une deuxième fois sur Google et vous allez taper Oracle 9.2 Download. Alors vous pouvez taper tout simplement Oracle 9.2, vous allez tomber sur ce site-là. Donc le mieux c'est quand même de taper download pour tomber sur le site https://yum.oracle.com parce que c'est là que c'est le plus simple de télécharger. Donc ce qu'on va télécharger en fait, c'est une image d'un média d'installation d'un Linux, et pas n'importe quel Linux, un Linux Oracle. Alors je sais que certains d'entre vous connaissent peut-être Linux à travers des distributions comme Debian ou Ubuntu. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi couvrir ces versions, ces distributions de Linux, il n'y a pas de problème, je vais également les faire, mais je voulais un petit peu vous montrer autre chose parce que c'est vrai que le grand public connaît plutôt Ubuntu et Debian comme je l'ai dit, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres distributions de Linux qui sont très intéressantes et sur lesquelles on peut faire également énormément de choses. Moi j'ai débuté avec Oracle Linux 6 ou 7, je sais plus exactement en quelle année c'est sorti, la version 6 ou la version 7, mais j'ai commencé dans mon métier avec cette version là de Linux, donc cette distribution Oracle Linux, et honnêtement c'est une très très bonne distribution de Linux. C'est un petit peu la distribution de Linux qui a pris le relais par rapport à CentOS. Donc, si vous connaissez CentOS, c'est la distribution Linux qui la remplace parce qu'il faut savoir que CentOS maintenant est devenu CentOS Stream ou Rocky. Personnellement, j'aime moins. Je trouve que la communauté est moins disponible, moins active, alors que la distribution d'Oracle, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quand même Oracle. Oracle qui est un géant de l'informatique, un géant de bases de données, de systèmes d'exploitation, etc. Donc, j'ai découvert Oracle Linux et honnêtement, en termes de qualité, je place cette distribution au même niveau que Debian. Voilà. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est prendre la 9.2. Donc vous téléchargez le full ISO. Ici, vous cliquez là-dessus. Moi, je l'ai déjà fait et je l'ai placé dans un dossier que je vais vous montrer dans quelques minutes. Vous la téléchargez. La 9.3, pour l'instant, on va pas la prendre parce que on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment full compatible avec le virtualiseur. Donc on va rester sur la 9.2. C'est selon moi plus sage comme décision en termes de stabilité de l'OS et en termes de stabilité du virtualiseur. Donc on va rester sur la 9.2. Vous l'installez et ensuite, je vais vous dire ce qu'on va faire. Alors une fois que vous avez installé Oracle VM VirtualBox et une fois que vous avez téléchargé l'ISO d'Oracle 9.2, sur votre bureau, en principe, vous devriez avoir un raccourci vers l'application Oracle VM VirtualBox. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici dans votre barre Windows et vous la recherchez. Donc moi, je vais la lancer à partir d'ici, tac, comme ceci. Et vous allez avoir un écran ici qui va s'afficher. On va pas faire le tour, on va pas voir toute la nomenclature de cette application. Nous, on va simplement s'intéresser à ce bouton-là et on va aller faire une petite modification dans les paramètres. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va définir un dossier qui va être le dossier en fait dans lequel on va avoir nos VM, nos VHDX, ce sont les fichiers de machines virtuelles, et un dossier dans lequel on va mettre les ISO. Donc l'ISO que vous venez télécharger, vous allez le mettre là-dedans pour que ce soit plus pratique au moment de l'installation de notre VM. Donc pour l'explication, VM ça tient pour Virtual Machine, c'est comme je vous l'ai dit en fait sans vraiment rentrer dans les détails. Peut-être que je ferai une petite playlist vraiment où j'expliquerai en profondeur ce que c'est qu'une machine virtuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine virtuelle, c'est un OS qui va tourner sur ce qu'on appelle un hyperviseur, un virtualiseur, qui est une application qui, en quelque sorte, pose une couche d'abstraction au-dessus de votre OS physique, enfin de l'OS qui est sur votre disque physique, et qui lui alloue des ressources, qui lui attribue des ressources de votre choix. C'est nous qui allons décider combien de gigas de RAM on va allouer à notre VM, c'est nous qui allons décider l'espace disque, l'espace de stockage
stockage qu'on va donner à notre VM, c'est nous qui allons également décider de combien de processeurs on va donner à notre VM, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va décider nous, et c'est le virtualiseur qui va s'occuper en fait de faire la connexion entre donc tout ce qui est hardware, donc le matériel physique qu'il y a sur votre carte mère dans votre ordinateur, et la machine virtuelle telle qu'elle en a besoin, telle qu'elle a besoin d'utiliser des ressources pour fonctionner. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier, Paramètres, et ici on va choisir un répertoire qui, vous voyez, qui s'appelle dossier par défaut des machines. Donc moi j'ai choisi de le mettre dans la racine C. Alors moi j'ai pas de deux disques, hein. J'ai un laptop, donc j'ai un seul disque, donc je mets tout malheureusement sur le même disque de l'OS. C'est pas recommandé, mais moi j'ai pas trop le choix. Voilà, donc j'ai décidé de mettre un dossier qui s'appelle VirtualBox dans la racine de mon disque sur lequel il y a l'OS, et dans ce dossier là vont être placées, vont être mises toutes les VM, et j'ai également fait un dossier qui s'appelle ISO à l'intérieur de VirtualBox, dans lequel j'ai mis mes images, mes médias d'installation. Voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce que vous préférez, ce qui est plus pratique pour vous, et vous pouvez faire OK. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle VM. On veut vraiment créer une machine virtuelle de zéro, from scratch comme on dit. Donc vous allez cliquer sur Nouvelle, et ici vous allez avoir un certain nombre d'options, un certain nombre de paramètres que vous allez devoir remplir. Donc déjà le nom, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Oracle underscore 9.2, et comme ça, ça suffira très bien. Donc le dossier, c'est le dossier par défaut qu'on a défini dans les paramètres, et l'image ISO, c'est celle qu'on vient de télécharger. Donc là, je vais appuyer sur Autre, et là, moi, il va me mettre directement, si vous voulez, dans mon dossier ISO qui se trouve dans VirtualBox. Donc VirtualBox, je vous le rappelle, c'est le dossier par défaut de notre application VM VirtualBox, dans lequel en fait il y a les VM. Donc là j'ai fait un dossier ISO, et je vais prendre Oracle Linux R9, donc l'ISO qu'on a téléchargé. Je double-clique et c'est bon. Donc là vous voyez que le reste c'est grisé. Le reste c'est grisé parce que automatiquement le virtualiseur a détecté qu'il s'agissait d'un média d'installation qui était lié à Oracle Linux, et du coup le type d'OS, le type de système d'exploitation a été défini automatiquement sur un Linux, Oracle Linux en 64 bits. C'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement l'ISO, le média qu'on utilise, c'est exactement ça qu'on va installer. Donc là je vais cocher Skip Unattended Installation, donc c'est vraiment des étapes qui vont pas forcément être très pertinentes pour nous. Et je vais pas aller en mode expert non plus, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour l'instant on veut juste installer un système d'exploitation de type Unix pour pouvoir démarrer à apprendre un petit peu ce que c'est. Donc je vais faire suivant. Et là, donc, on va nous demander les spécifications en termes de hardware, donc c'est-à-dire en termes de matériel physique. Et ça, vous voyez, cette quantité-là, c'est ce que vous avez dans votre PC. C'est ce que vous avez soit dans votre tour, soit dans votre laptop. Donc moi, il s'avère que j'ai 16 processeurs et j'ai 32 Go de RAM, de mémoire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus quand même, parce que 2 Go de mémoire, c'est pas énorme. On va mettre 4096. Donc voilà, il faut que ça soit des puissances de 2. Hein. Donc je vous le rappelle, hein, c'est comme ça, c'est en octets, hein, donc c'est des puissances de 2. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 processeurs. Voilà, on va pas en mettre plus, ça sert à rien, on va en mettre 2. On va pas activer le FI, ça sert à rien pour nous, c'est pas très utile. On va faire suivant, et là, on va décider de la taille de stockage de notre disque. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre, par exemple, on va mettre 50 Go. 50 Go, pourquoi ? Parce qu'on va installer quand même une interface utilisateur, donc on va installer GNOME, et il me semble que GNOME, c'est ce qu'on appelle un GUI, un Graphic User Interface, c'est le GUI de base par défaut en Oracle Linux. Voilà, donc je ferai également des vidéos sur KDE et XFCE. Les autres, je les verrai pas, parce que voilà, je pense que les plus utilisés sont c'est les 3 que j'ai cités, donc GNOME, KDE et XFCE. Ce sont les 3, on va dire, qui sont en tête de liste, qui sont en tête d'utilisation. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent de voir les autres. Voilà, donc en tout cas, on verra les différences majeures entre GNOME, XFCE et KDE. Voilà, donc 50 Go, le reste on va rester comme ça, donc on n'a pas besoin d'un virtual disk. Alors oui, il faut savoir qu'une VM, ça crée et un VHD et un VHDX. Donc vous avez un disque qui est un disque de stockage, donc pour les data, les données, et vous avez aussi un disque qui est propre à l'OS, sur lequel vous avez en fait votre VM qui tourne. Mais vous pouvez très bien créer une VM et vous servir et lui rattacher en fait un disque existant de données. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, étant donné qu'on n'en a pas, on va passer cette étape. On va faire suivant. Ici, on a un petit récapitulatif de ce qu'on a fait, des paramètres qu'on a donnés à notre VM et des ressources qu'on lui a allouées. Voilà, donc on refait un petit tour ici. On voit que tout est bon. Vous vérifiez que vous avez bien tout mis comme moi. Alors, vous pouvez mettre un petit peu plus de mémoire vive, un petit peu plus de processeur. Néanmoins, je ne vous conseille pas d'en mettre moins. Parce que sur les versions les plus récentes des Linux, 2 Go, 1 cœur, c'est généralement pas suffisant. Moi, j'ai déjà eu des erreurs au moment du boot.
carrément. Donc voilà, donc je préfère vous dire qu'il vaut mieux mettre quand même un minimum de ressources. Donc là, vous appuyez sur Finish et ici, vous avez donc du coup quelque chose qui s'est créé à gauche, dans la colonne de gauche. Vous avez en dessous d'outils, normalement, le nom de votre VM. Et ici, vous voyez qu'on a un petit 64 bits et une tête de pingouin qui est le signe, en fait, qui est le logo de Linux. Donc ici, vous avez votre VM sur la droite avec tous ces paramètres, toutes ces options. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire démarrer. Donc on va appuyer sur le bouton démarrer, on va lancer notre VM. Donc là, Powering VM Up, ce qui veut dire qu'il est en train de démarrer la VM. Et là, on a un petit écran qui s'allume, enfin un petit écran qui se lance, dans lequel on voit quelques options. Donc là, ce qu'on va faire, là, vous voyez que, regardez, c'est très important ce que je vais vous dire, enfin c'est très important. Pour prendre en main tout de suite comment fonctionne un virtualiseur et en particulier Oracle VM VirtualBox, votre souris pour l'instant elle n'est pas capturée par la fenêtre de la VM. Mais si vous cliquez dedans, voilà, ma souris elle ne peut plus sortir de l'écran, elle ne peut plus sortir de la fenêtre de mon OS, enfin la fenêtre de ma VM plutôt. Du coup là vous voyez qu'on a un automatic boot. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite là avec les touches directionnelles, donc haut et bas, je peux me balader dans les options. Donc là, au lieu de tester le média, on va pas le faire. Vous pouvez le faire si vous voulez. Le troubleshooting, c'est pour détecter s'il y a la moindre erreur sur le média, etc. ou sur votre disque, ou peu importe. Ici, ce qu'on va faire, c'est install Oracle Linux 9.2.0. On va faire entrer et là, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose qui va se lancer. Donc là, voilà, le boot est en train de se passer. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se lancent, beaucoup de services, beaucoup de démons, on verra ce que c'est, et beaucoup de programmes. Et du coup, l'installation de Linux va commencer. Donc pour l'instant, on est sur une sorte de terminal, de ligne de commande, avec simplement des chaînes de caractères. Et là, vous voyez qu'on est en train d'arriver sur quelque chose qui est lié à l'installation d'un OS. Voilà. Donc ça, je vais le fermer. Alors juste pour vous dire comment ça fonctionne, pour reprendre le contrôle de la souris, parce que c'est quand même un peu embêtant, vous voyez votre souris, elle est bloquée sur l'écran de la VM. Pour reprendre le contrôle de votre souris, en fait, c'est marqué en bas à droite. Vous avez contrôle droite. Si vous appuyez sur contrôle droite, vous allez de nouveau avoir le contrôle de votre souris par rapport à votre PC, donc sur votre bureau. Voilà, vous voyez, maintenant, je peux de nouveau me déplacer sur mon bureau, il n'y a pas de problème. Si je reclique dedans, je vais me retrouver de nouveau capturé dans la VM, ma souris va être de nouveau capturée dans la VM et je ne pourrai plus sortir jusqu'à ce que je fasse contrôle droit. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va fermer cette fenêtre là. Donc là j'ai fait contrôle droit pour ressortir de la VM pour pouvoir fermer cette fenêtre. Maintenant je reclique dans la VM et on peut continuer. Donc là vous choisissez votre langue, vous faites continuer. Ici on va avoir un écran qui va nous proposer plusieurs options. Comme vous pouvez le voir, on va devoir paramétrer quelques options. Donc déjà, la destination d'installation. Donc quand vous cliquez dessus, en fait, vous apparaissez, il y a cet écran qui apparaît. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, si vous choisissez de juste cliquer sur fait, en fait, ça va choisir automatiquement ce disque, donc ATA VBox Hard Disk. Il faut savoir que voilà, il a donné un nom tout à fait arbitraire, hein. C'est un nom de disque qui a été choisi par le virtualiseur. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous le désélectionnez. Donc il faut le resélectionner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça l'a fait pour vous. Vous voyez que là, si je sors, maintenant, on n'a plus d'avertissement, on n'a plus de warning sur l'icône d'installation destination. Donc je reviens dedans juste pour vous montrer rapidement. Ici, on a le disque, c'est-à-dire l'espace de stockage qu'on a alloué au moment de créer notre machine virtuelle. Vous voyez qu'ici, on ne voit rien d'autre. On ne voit pas le disque de ma machine Windows. On voit uniquement l'espace de stockage qui est un disque virtuel en fait qui a été créé au moment de la création de la VM. Donc voilà, donc on l'a choisi, on sort. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la source d'installation. Donc la source d'installation, c'est le média, hein, c'est l'ISO qu'on a rattaché à la création de notre VM. Lorsqu'on a cliqué sur Oracle Linux 9.2 et que les autres champs se sont grisés, et bien là en fait il s'agit du média. Voilà, donc ça on n'a pas à toucher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la sélection du logiciel, et ça c'est important. Ça c'est important parce que on pourrait partir sur un autre type d'installation. Par exemple, on pourrait partir sur une installation minimale, et là en fait on n'aurait pas d'interface utilisateur. On aurait uniquement ce qu'on appelle un shell, c'est-à-dire un terminal. On aurait uniquement la possibilité, si vous voulez, de saisir des commandes, des commandes Linux ou des commandes POSIX pour pouvoir faire des choses sur notre VM, donc dans notre OS Linux. C'est pas exactement ça qu'on veut, parce qu'on va pas commencer par quelque chose de compliqué. Je vais commencer déjà par vous montrer à quoi ressemble Linux à travers une interface utilisateur. Je veux pas non plus trop complexifier
le début de cette playlist, j'imagine que certains d'entre vous sont un petit peu néophytes, un petit peu profanes sur le sujet. Si on commence tout de suite avec les commandes POSIX et les commandes Linux, il y en a beaucoup que ça risque de démotiver. Donc je préfère commencer par quelque chose d'assez facile et ensuite petit à petit on va dériver sur des choses plus compliquées. Voilà, donc on va simplement se contenter de cocher le serveur avec GUI, donc un serveur intégré, facile à gérer avec une interface graphique, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'installer de package de logiciels supplémentaires, donc on va juste faire fait, voilà. Et ici, donc il nous reste quand même quelque chose à faire. Donc je vais passer rapidement sur les autres trucs, on n'en a pas forcément besoin. Le clavier, bon bah là voilà, je pense que c'est assez explicite. Le support langue, assez explicite aussi. L'heure et date, assez explicite aussi. Donc si vous êtes au Canada, au Québec, en Suisse ou en Afrique, hein, vous pouvez changer évidemment votre fuseau horaire. Ici le réseau et nom d'hôte, on s'en fiche un petit peu. Pour l'instant, on va pas s'en occuper. Ici profil de sécurité, donc pour l'instant, on va pas s'en occuper non plus. On va juste avoir un profil donc administrateur. Donc le profil administrateur en Linux, il s'appelle root. Le profil root, il va vous permettre de faire tout ce que vous voulez sur la machine. Donc c'est bien et pas bien parce que si vous faites des bêtises, eh bien vous êtes le seul responsable. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mot de passe administrateur. Donc là, c'est quand même important de le mettre. Donc on va mettre vraiment quelque chose de facile. On va mettre par exemple bonjour. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de sécuriser notre machine. C'est une machine de test. C'est uniquement pour vous apprendre comment fonctionne Linux et Unix. Donc le mot de passe, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. On va pas faire des trucs abracadabrants sur cette machine. Donc là, on fait fait. Là, il va nous demander une seconde validation parce que le mot de passe est très faible. Hein, bonjour, c'est très faible. Donc du coup, il demande confirmation et du coup, nous, on s'en fiche, on va confirmer et en appuyant une deuxième fois. Et là, je vais appuyer sur commencer l'installation. Et là, en fait, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, donc vous attendez et nous on se retrouve bien juste après, une fois que l'installation s'est terminée. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve à la fin de cette installation. Donc maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est tout simplement redémarrer le système. Donc en principe l'installation pour vous elle a peut-être pris un petit peu de temps. Moi je sais qu'avec le GUI elle a pris une quinzaine de minutes environ, donc ne vous étonnez pas si votre installation dure un petit peu plus de 15-20 minutes, c'est normal. Voilà, sachez que étant donné qu'on a quand même alloué un nombre de ressources assez limité à notre VM, c'est quand même assez normal qu'elle mette du temps. Et étant donné qu'en plus il y a le GUI, donc c'est un petit peu lourd. Donc voilà, donc là on va redémarrer le système et on va voir, voilà, vous allez voir ce genre de choses. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est les logs du redémarrage de Linux. Et du coup on va attendre que ça se termine et que ça redémarre l'OS. Et voilà, donc la VM redémarre. Donc là effectivement on a un petit sablier, une sorte de sablier qui se déclenche et on devrait arriver. Donc je vais agrandir l'écran, ça sert à rien, on est sur une résolution assez limitée. Voilà, donc ici nous ce qu'on va faire, on nous dit bienvenue sur Oracle Linux Server 9.2 pardon. C'est un assistant de création de compte, etc., de configuration. Nous on va le passer, donc on va faire voilà, service de géolocalisation, on va tout désactiver, on va tout passer. Alors ici est-ce qu'on est obligé de faire ça? Il me semblait pas. Bon, peut-être avec le GUI on est obligé. Donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va taper quelque chose d'assez aléatoire. On va taper Medor et nom d'utilisateur Medor. Voilà, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Le mot de passe ça va être Medor également. Si on s'en fiche de toute façon, on a le mot de passe administrateur qui est bonjour, on a le mot de passe root. Peu importe ce qu'on a mis ici dans l'assistant de configuration. Voilà, donc ici, et oui, non, on s'en fiche, non merci, visite guidée. Voilà, donc ici on a le bureau de notre Oracle Linux. Vous voyez qu'on a des boutons, activités. Là on a une barre de tâches en bas. Ici on a le bureau, ici on a des informations sur le réseau, etc. On peut verrouiller la session, on a la date. On va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va se familiariser un petit peu avec l'interface utilisateur. On va commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les applications installées, qu'est-ce qu'on a dans nos fichiers système, dans nos dossiers, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est l'utilité justement d'avoir une interface utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et petit à petit, on verra des fonctionnalités de plus en plus avancées et de plus en plus, je pense, intéressante pour les futurs développeurs ou les futurs administrateurs système. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Allez, ciao ciao!